Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour, Big ol' Rusty, what's up? Ça va. Eh bien, bienvenue dans le podcast La Sueur en tout cas. Merci de votre fidélité. On va revenir très rapidement sur Twitch. Là, fallait qu'on installe un petit peu le studio. On avait pas mal de choses à faire cette semaine. Il y a notre super review qui vient d'arriver, donc 2-3 recadrages parce qu'il y a eu des petits débordements. Donc voilà. Non, c'est faux. Mais voilà. En tout cas, on est en train de prendre un nouveau rythme. On reviendra très prochainement sur Twitch. Là, ce podcast est disponible sur YouTube. Petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner parce que Road to 100 G's est plus que jamais d'actualité. Et puis on est aussi sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, j'en passe. Personnellement, moi je nous écoute sur Apple Podcast. Non, je plaisante. Je nous écoute pas ensuite, mais moi j'utilise Apple Podcast. Ouais. Oui. Et en me touchant. Allez. Jesus Christ. Générique. Let's roll. Soit. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse, donc c'est un actu en soi, on s'intéresse aux déclarations de BJ Penn. BJ Penn, légende de son état, ancien champion lightweight, ancien champion welterweight de l'UFC, qui a eu une sortie assez surprenante à l'encontre de Khabib Nurmagomedov. Pour lui, c'est simple. Le Dagestanais, The Eagle, n'est pas le GOAT. Pourquoi Ross n'est-il pas le GOAT ? Parce qu'en fait, pour BJ Penn, et c'est en fait, finalement, c'est une opinion qui rejoint celle que nous-mêmes avions, en fait, qui est que c'est difficile de considérer Khabib comme le GOAT, le meilleur de tous les temps, toutes catégories confondues, parce qu'il n'a jamais changé de catégorie, justement, en fait, pour se tester face aux catégories supérieures, ou même toute autre catégorie. Et du coup, c'est pour BJ Penn la raison pour laquelle il y a une astérisque, en fait. Mais c'est là où BJ Penn va plus loin. Lui, pour BJ Penn, c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment confiance en l'efficacité de son jeu au sol. Ce qui est quand même, là pour le coup, un sacré gros morceau quand même. Alors après, BJ Penn, légende de son état, mais aussi parce que c'était un prodige du jiu-jitsu brésilien à la base. D'ailleurs, quel est son surnom, Rust ? The Prodigy. Oh. Voilà. Et même si ces dernières sorties, face à Ryan Hall par exemple, où il s'est fait soumettre en un éternuement, ou dans la rue aussi. Ouais, soumettre par une grosse droite, quoi. Mais ouais, donc même si ces dernières sorties, si on ne se fiait qu'à ça, on pourrait dire que c'est peut-être pas machin, c'est peut-être pas finalement ce qu'on pensait qu'il était, mais l'âge, il s'entraînait plus autant, il avait plus le feu, etc. Mais au moment où il était au pic et où il combattait, BJ Penn, c'était vraiment un phénomène, quoi. Et un phénomène du sol aussi. Donc ça vient de quelqu'un qui s'y connaît, c'est sûr. Mais après, on sait aussi, je ne sais pas si ça participe de ce qu'a dit BJ Penn, mais on sait aussi qu'au début, par exemple, de l'arrivée des premiers combats de Khabib Nurmagomedov à l'UFC, Khabib avait un t-shirt, si le sambo était facile, ça s'appellerait le jiu-jitsu. Donc il y a peut-être aussi un petit peu de revanche, de payback de la part de BJ Penn, par rapport peut-être à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était ça son opinion, quoi. Il n'est pas monté combattre les gros lutteurs et les Ousmane, etc., parce qu'il n'avait pas confiance en l'efficacité de son jiu-jitsu face à des plus gros gabarits. En tout cas, là, c'est bien, on a eu l'avis de BJ Penn. Mais l'avis de Russ dans tout ça, alors ? Moi aussi, je trouve que si c'est difficile de dire que c'est le GOAT, justement parce qu'on ne l'a jamais vu face à des plus gros gabarits et des mecs qui étaient les meilleurs dans leur domaine dans d'autres catégories. Donc, je suis d'accord avec ça. Par contre, d'affirmer que c'est parce qu'il n'avait pas confiance en son sol, là je peux difficilement être d'accord. J'ai pas la connaissance de BJ Penn du grappling et à des années-lumière, mais si je me fie simplement à la facilité avec laquelle il a réussi à disposer des meilleurs combattants de la planète Terre dans sa catégorie qui sont les lightweight et qui n'étaient pas des petits gabarits, c'est-à-dire que Dustin Poirier, il est énorme pour sa caté. Je pense que le jour du combat, il devait être probablement à 78, 79, si ce n'est pas plus. Donc c'est difficile. Et il a joué avec, que ce soit Gaethje, que ce soit Poirier, que ce soit McGregor. Au sol, il jouait avec littéralement. On a aussi les histoires de Javier Mendez, son coach à A.K.A. qui dit qu'il n'a pas perdu un seul round, même en sparring. Ça fait beaucoup d'éléments qui... il est champion du monde de sambo aussi, Khabib, avant d'arriver à l'UFC.
une discipline où ils mettent aussi beaucoup l'accent sur le sol. Donc ça fait... J'ai quand même du mal à me dire que c'est parce que Khabib n'avait pas confiance en son sol suffisamment qu'il n'a pas voulu monter en fait. Et en fait, BJ Penn, il parle de ça aussi par rapport au fait que lui, dans sa carrière, et c'est vrai, et c'est ce qui a aussi fait de BJ Penn la légende qu'il est aujourd'hui. Mais BJ Penn a été combattre en heavyweight quand même. Il a combattu alors qu'il est là, il était en bantamweight, je crois, quand il est arrivé, featherweight, quand il a arrêté sa carrière. Donc BJ Penn, il est connu justement pour lui avoir, c'est vrai, été dans plein de catégories. Il a challengé Lyoto Machida, du coup, c'était en heavyweight, il a été en welterweight, enfin, il a combattu absolument tout le monde dans toutes les catégories, etc. Et parce que pour BJ Penn, qui vient du jiu-jitsu brésilien, en fait, c'est l'esprit du jiu-jitsu. C'est d'arriver à maîtriser des personnes qui sont de plus gros gabarits par tes compétences martiales. Et c'est pour lui tout l'intérêt du sport. Et donc, pour lui, il y a une vraie déception et une énorme astérix par rapport au fait que Khabib ne l'a pas fait. C'est de là qu'il vient, en fait, pour cette réflexion, pour avoir cette réflexion. Donc voilà, en tout cas, le jugement de BJ Penn, malheureusement, Khabib Nurmagomedov, improbable retournement de situation, ne devrait pas revenir, et surtout pas dans une autre catégorie, mais c'est vrai qu'on aurait aimé le voir chez les welterweight, parce que bon, vous le savez, avec les problèmes qu'il a eu de cutting, hors de question de descendre chez les featherweight, mais ouais, moi j'aurais vraiment beaucoup aimé le voir en welter, ouais. Et surtout là aujourd'hui, on aurait pu vraiment avoir un Kamaru Usman champion ultra dominant face à Khabib, qui lui a quand même réussi un règne assez impressionnant en faisant back-to-back soumission face à Conor McGregor pour sa première défense, face à Dustin Poirier pour sa deuxième et Justin Gaethje pour sa troisième. Donc franchement, honnêtement, c'est dommage qu'il n'y ait jamais eu un combat entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que Khabib a toujours dit ma catégorie c'est les lightweight, et il n'a jamais, ne serait-ce qu'émis l'idée de monter dans la catégorie supérieure, ce qui est assez surprenant, mine de rien. Ouais, non, c'est vrai que c'est surprenant, parce que d'autant plus aujourd'hui, c'est un peu la foire aux occasions, quoi. Tout le monde monte ou descend tout le temps, partout. Ce qui est peut-être une bonne chose, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une espèce peut-être d'émancipation par rapport à tout ça, et de, oui, c'est vrai, combattons un peu plus à notre point naturel. Et les exemples, là, vraiment, mais il y en a foule, quoi. Et même les plus connus, hein, que ce soit Conor, que ce soit Masvidal, que ce soit Nate Diaz, les plus grandes stars de ce sport, on fait ce choix-là justement de, à un moment donné, changer de catégorie parce que justement c'était plus adapté, quoi. Et John Jones aussi en ce moment, vraiment on les compte plus. Donc c'est effectivement frustrant, voilà, pour Khabib Nurmagomedov, mais je pense pas que ce soit pour les raisons qu'a évoqué BJ Penn. Voilà, on va passer au deuxième sujet. Deuxième sujet du jour, et pas des moindres, on sort de l'UFC, mais quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, il s'appelle Kyoji Horiguchi, il a déjà perdu pour le titre flyweight de l'UFC, c'était face à Demetrius Johnson, il y a de ça des années. Depuis, le monsieur a pris la ceinture du Bellator, a pris la ceinture du Rising, a aussi remporté, je crois, le Grand Prix Bantamweight du Bellator. C'est selon toute vraisemblance l'un des meilleurs flyweight au monde, sinon le meilleur flyweight au monde, l'un des meilleurs bantamweight également. Et là, il revient au Bellator dans un contrat double, puisqu'il signe exclusivement avec le Bellator, mais avec un combat par an au Rising, donc l'organisation japonaise. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que, en fait, et la raison pour laquelle tout ça se passe aussi, qui est assez intéressante, parce que c'est peut-être le cas pour pas mal de fighters, c'est qu'en fait, ils s'entraînent aux States, Kyoji Horiguchi, à l'American Top Team. Pardon, Chips. Excuse-moi. Non, ça permet de faire un magnifique chips, mais que du coup, il s'entraîne aux States, mais avec toutes les restrictions, il ne peut pas revenir au Japon, en fait. Et c'est là qu'il combattait tout le temps, parce que c'est là que c'est une véritable superstar, aussi grâce au Rising, mais parce que le Bellator a été là-bas, etc. Et comme il ne peut pas revenir, il fallait qu'il trouve une solution, parce que comme il le dit lui-même, je ne pouvais pas rester là à rien faire, en fait. Et l'avantage, c'est que le Bellator et le Rising, comme on le sait, il y a énormément d'échanges, c'est... Attends, j'ai envie de le placer, c'est bipartite, je crois que ça se dit. Ça se dit ? Allez. Allez, je te le laisse. J'en sais rien, mais j'aime bien ce mot. Et donc, en fait, comme il y a eu beaucoup d'ententes entre le Rising et le Bellator, c'est d'ailleurs ce qui a permis à Kyoji Horiguchi de battre, par exemple, Darrion Caldwell par 2 fois, qui était champion du Bellator. Une fois au Rising, une fois au Bellator. Exactement. Et en fait, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est grâce à cette bonne entente entre le Bellator et Rising, Scott Coker et Sakaki Raba, qui sont les deux boss des deux organisations, que en fait probablement effectivement il va pouvoir continuer à combattre sur le sol américain avant de pouvoir retourner au Japon, ce qui est une très bonne nouvelle parce que c'est trop il est encore relativement jeune, hein, je crois, mais ce serait trop dommage qu'il perde autant d'années de vie, de carrière en ne pouvant pas combattre au Japon, quoi. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Et pour Bellator ?
Ah bah c'est génial, hein. C'est pour le Bellator. Bah, Tu regrettes pas qu'il ne retourne pas à l'UFC? Moi, Si. c'est vraiment mon Si. gros regret, surtout pour Kyoji. Parce que là, tu vas me dire si. Je pense qu'on ne le reverra plus à l'UFC en fait. Bah, en fait, c'est de ça dont j'ai peur aussi. Ou alors que quand on l'y revoit, ben. Trop tard, ouais. Trop tard, le train est passé. C'est ça qui fait peur. Je sais pas comment son contrat est organisé. Peut-être que maintenant, c'est encore plus compliqué, du coup, avec les accords bipartites. Mais, mais ouais, j'ai peur aussi, en fait. J'ai vraiment peur aussi. Et j'ai peur parce que j'ai peur que l'UFC fasse même le choix volontaire, s'ils ont l'occasion, j'en suis pas sûr du tout, mais de ne pas le prendre. Parce que c'est un Japonais, et donc qui ne vendrait peut-être pas forcément aux States, qui aurait moyen de vraiment faire mal à leurs champions actuels, champions. Sauf s'il le signe, s'il est à l'UFC. Ouais, mais parce que du coup, je pense que Moreno, par exemple, vendra plus que Kyoji, tu vois. Que Figueiredo vendra plus que Kyoji parce que c'est Mexique, parce que c'est Brésil, parce que... Et du coup, je sais pas si l'UFC aura grand intérêt, si même ils le veulent, mais effectivement, j'espère que c'est pas le cas parce que ce serait trop con, quoi. Là, vraiment, honnêtement, maintenant, tu mets Kyoji contre n'importe lequel, Figueiredo, Moreno ou même des bantamweight, honnêtement, c'est must-see TV quand même. Donc, ce serait dommage, mais j'en ai peur aussi. Mais c'est pour ça que moi, ça m'attriste un petit peu, parce qu'honnêtement, c'est... Donc si vous ne connaissez pas Kyoji Horiguchi, je vous invite à regarder ses combats. Mais surtout, voilà, comme l'a dit Rust, honnêtement, personnellement, Kyoji contre Moreno ou contre Figueiredo, là, maintenant, je ne sais pas qui gagne. Ah, et non. c'est peut-être le seul gars hors UFC qui est plus fort ou sinon qui peut regarder le champion droit dans les yeux. Ouais. Dans n'importe quelle catégorie. Ouais, non, complètement. Il y a des gros clients aussi, mais c'est vrai qu'en termes de littéralement champion matériel, enfin potentiel champion UFC, mais sans hésiter, c'est Kyoji, quoi. Parce que là même, vous allez sûrement dire J. McKee, mais je me mets aussi un petit peu en dessous du duo Max Holloway-Volkanovski. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il est dans cette catégorie-là, quoi. Et que même si J. McKee a de très 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 beaux jours devant lui, bah Kyoji, il a déjà prouvé, quoi, parce que il s'est fait battre clairement par Demetrius Johnson, mais il n'a pas démérité du tout dans ce combat, et face à tous les autres, c'était le roi, quoi. Donc non, c'est clair. Donc voilà, c'était ça pour les news, les actualités du moment, cher Rust. Je pense qu'on a fait le tour, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. I think so. Et puis voilà, big shout out à Tsumi Hoi, qui s'occupe de la déco. La semaine prochaine, normalement, on vous prépare un truc assez stylé, je crois, avec eux. Oh ouais. Ça va être... Honnêtement, ouais. Bah, j'ai lu One Piece et il y a un perso que je surkiffais par-dessus tous les autres. Et disons simplement que la semaine prochaine, il va passer ici. Et dans un contexte stylé. Oui, et stylé. dans un contexte stylé. On n'en dit pas plus. Say no more, zip it. Et big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. You got Donc 47% sur tous mes protéines avec le code la sueur aujourd'hui seulement. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Merci à la régie d'ailleurs. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures Rust. Là, on s'en va pour poursuivre nos aventures toujours plus folles. See ya. See ya. I'm fucking coming for you!